Eh bien, bonjour, bienvenue à tous. Je suis Vincent Daubigny, conseiller aux actifs pour Ocapiat pour les régions Île-de-France et Centre-Val de Loire. Ocapiat, pour ceux qui nous rejoignent, c'est l'opérateur de compétences pour les entreprises qui relèvent de l'agriculture, de la coopération agricole, de l'industrie agroalimentaire, de la pêche et des territoires. Et il est le résultat de la fusion d'Opcalim et du FAFCA. Donc, je vais co-animer cette séance avec mon collègue ici présent, Olivier Vanheureux, qui lui est conseiller aux actifs pour les régions Nouvelle-Aquitaine, Drôme et Corse. Bonjour, bienvenue à ce troisième et dernier épisode de notre cycle de webinaire consacré au développement des compétences à l'ère du numérique. Alors avant tout, je vous rappelle que vous pouvez retrouver les deux premières parties soit sur notre plateforme collaborative campnum.fr ou sur la chaîne YouTube d'Ocapiat, où figure également l'ensemble des webinaires appartenant à notre cycle destiné aux actifs qui a débuté le 17 avril. Alors, lors du premier épisode, le 5 mai dernier, nous avons posé un certain nombre de notions importantes en termes de formation numérique et nous avons évoqué les changements induits par le numérique dans la manière d'apprendre. Lors de l'épisode 2 du 19 mai, il était consacré, lui, à la question de la maturité numérique des individus, des entreprises, mais également des centres de formation. Et nous avons évoqué plusieurs outils et référentiels pour faire le point sur ces compétences et les améliorer. Ce dernier opus, quant à lui, sera consacré en quelque sorte aux travaux pratiques. Nous vous en présenterons le sommaire dans quelques instants. Voilà, alors, pour ceux qui nous rejoignent, vous allez découvrir le fonctionnement. Pour ceux qui sont avec nous depuis le début, maintenant c'est clair, vous l'avez déjà vécu. Comme les fois précédentes, nous allons vous inviter à regarder une vidéo préenregistrée dans YouTube. Pour ce faire, vous allez trouver la fenêtre de chat de notre outil GoToWebinar à droite de votre écran normalement, sauf si vous l'avez déplacé. Et nous venons de vous poster un lien externe vers cette vidéo. Vous avez normalement qu'à cliquer, attendez un tout petit peu qu'on vous ait donné le top départ. Vous allez pouvoir cliquer sur ce lien qui vous emmènera sur YouTube au moment où on vous le dira. Donc vous pourrez faire ça. Le webinaire ici restera actif, mais il n'y aura ni son ni image pour ne pas perturber l'écoute de la vidéo sur YouTube. Nous restons présents, Olivier et moi, ici dans GoToWebinar. Vous pourrez, si vous le voulez, poser vos questions dans la fenêtre de chat et nous nous retrouvons tout à l'heure. On va vous indiquer avec une slide à l'écran à quelle heure exactement nous nous retrouverons pour la reprise du direct, éventuellement l'animation des questions-réponses s'il y en a eu, et pour la conclusion de ce webinaire. Donc là, il est 14h08, ça nous fait 15h13. On va se laisser 2-3 minutes de battement. On va dire 15h15, on se retrouve ici. Vous pouvez maintenant cliquer sur le lien. Bon visionnage et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Voici le sommaire de notre webinaire. Au menu d'aujourd'hui, nous traiterons de 4 catégories d'outils digitaux utilisables en formation et qui permettent respectivement l'échange de fichiers volumineux, le travail collaboratif, la visio, et enfin nous vous présenterons Campnum, la plateforme web développée par Ocapiat qui offre, vous le verrez, un certain nombre de contenus et de fonctionnalités intéressants. Mais avant de débuter les démonstrations, nous allons tenter d'y voir plus clair et de catégoriser les grands types d'outils numériques du point de vue de leur champ d'application et de leur modèle économique. Et comme on ne devient pas un expert d'un outil en quelques minutes et qu'on rencontre parfois des problèmes, il nous paraissait important de rappeler où trouver de l'aide ou du support technique. Commençons par le préambule, à savoir concernant les outils numériques. En premier lieu, il nous paraissait important de présenter l'éventail des outils digitaux utilisables directement ou indirectement en formation. Nous les avons classés par thème, avec comme objectif de vous donner pour chacun de ces thèmes le nom de quelques outils ainsi que quelques informations sur ce à quoi ils servent ou certaines de leurs particularités. Commençons par une fonctionnalité primordiale, échanger en visioconférence. Vous savez de quoi nous parlons puisque vous suivez actuellement un webinaire qui s'inscrit dans son fonctionnement dans cette catégorie. Le principe est donc de se retrouver à plusieurs, dans une salle virtuelle, pour échanger sur un sujet commun, travailler ensemble ou suivre un cours. Les outils de visio permettent de se voir, de se parler,
d'échanger ou de projeter des documents. Il existe dans cette catégorie des outils payants, comme celui que nous utilisons actuellement, qui s'appelle GoToWebinar, mais aussi des outils gratuits. Nous pouvons citer Framatalk, qui est un outil open source. Je parlerai encore tout à l'heure de l'open source, ou encore d'autres outils dont certains que vous connaissez peut-être, comme Jitsi, WebEx ou Skype. D'autres outils web permettent d'échanger des fichiers volumineux qui ne peuvent pas, en raison de leur taille numérique, les kilooctets, les mégaoctets, être envoyés par mail. Ceci aussi en raison du fait que la plupart des boîtes mail brident la taille des emails entrants. Parmi les plateformes existantes, nous pouvons citer WeTransfer. On en parlera plus tard, on vous fera une démonstration de l'utilisation de ce logiciel qui est puissant. Grosfichier.com qui en est un autre, ou encore Dropbox. Alors certaines de ces applications sont gratuites, d'autres sont gratuites mais bridées, notamment en termes de taille de fichier, et nous en avons d'autres qui sont payantes. Dans la rubrique des suites bureautiques, c'est-à-dire qui offrent des fonctionnalités proches, pour ne pas dire équivalentes à Microsoft Office, nous pouvons citer là deux solutions basées sur l'open source, le logiciel libre, qui sont LibreOffice et OpenOffice. On peut dire également que Google, dans sa solution complète Google Drive, héberge également une suite bureautique qui est très étoffée, qui est quasiment complète. Dans la catégorie suivante, créer des documents collaboratifs en ligne, nous trouvons plusieurs types d'outils. Soit des plateformes liées à une utilisation en particulier, soit des solutions collaboratives complètes. Alors, qu'est-ce qu'on entend par outils collaboratifs? On parle d'une solution web, Internet, qui permet à plusieurs utilisateurs de travailler simultanément sur un même document pour le consulter, le modifier ou le concevoir en collaboration. Nous avons notamment deux suites complètes, l'une qui est basée sur de l'open source qui s'appelle Framasoft et qui regroupe plusieurs outils de travail collaboratif. Nous avons Framapad qui est un éditeur de texte partagé, Framacalc qui est un tableur du genre de Microsoft Excel. Il y a une quantité importante d'outils différents, beaucoup sont collaboratifs. C'est probablement une des offres de produits en ligne la plus large et le fait qu'elle soit basée sur le logiciel libre n'est certainement pas étranger à cette situation. On peut citer également la suite proposée par Google dans son Drive, qui est elle aussi très étoffée et d'outils dotés puissants et performants. La suite Google est gratuite, tout comme donc le Framasoft dont j'ai parlé juste avant. Pour Google, c'est sous condition d'ouvrir un compte et d'obtenir une adresse Gmail, donc une adresse Google, adresse mail Google. Vient ensuite la catégorie chatter, discuter. Le chat, pour rappel, c'est la communication en temps réel via Internet par l'intermédiaire de messages écrits. Vous êtes probablement plus familier de ces outils qui sont nombreux. On peut citer Snapchat et WhatsApp pour les plus répandus. Nous en avons bien d'autres, hein. Il y a Discord par exemple qui est beaucoup utilisé par les jeunes. TeamSpeak qui est utilisé beaucoup par les joueurs en ligne. Ou encore Ventrilo par exemple. D'autres outils nous permettent de faciliter et d'optimiser nos déplacements. Nous les avons classés dans la catégorie localisé s'orienter. Ces outils nous permettent de définir un itinéraire adapté en fonction de notre mode de transport. Ils facilitent par exemple notre trajet en direction d'un centre de formation ou d'un lieu de stage. Parmi ces outils, citons Google Maps et Waze. Entretenir des contacts, son réseau. Parlons maintenant des réseaux sociaux. Ces outils ont permis au plus grand nombre de mesurer la dimension collaborative des outils numériques et de la communication en réseau. Il s'agit de LinkedIn et Facebook, par exemple. Ces outils permettent de créer son profil et d'échanger des informations via des petits messages que l'on nomme des posts. L'émetteur de ces posts peut choisir de les distribuer soit à une ou des personnes de son choix, soit à un groupe de personnes, ou de le diffuser en mode public, c'est-à-dire à tous les utilisateurs de l'application sans restriction. Ces applications sont utilisées notamment en situation formative par un groupe d'apprenants pour partager de l'actualité, mais aussi des ressources d'information. Mutualiser, travailler en collaboration. Vous connaissez peut-être déjà Klaxoon et Slack, que l'on a classés dans cette catégorie. Ils sont composés d'outils en ligne collaboratifs pour faciliter et dynamiser les réunions d'équipe, ainsi que favoriser le travail en mode projet. Ces outils permettent en un seul et même outil d'organiser des sondages, des réunions, des brainstorming, mais également de partager des messages instantanés ainsi que des documents.
Dans la catégorie organiser son temps et ses projets, on retrouve notamment des outils tels que Doodle et Framadat, deux outils qui sont venus à bout de la dure tâche de définir une date pour une réunion ou d'un groupe de travail. Dans notre avant-dernière catégorie, créer et modifier des images et des vidéos, nous souhaitions parler des outils qui permettent en situation formative de créer et de mettre en ligne des tutoriels. Ces outils aident à créer des dessins mais également de retoucher l'image. Certains ont pour fonction la réalisation de captures d'écran en images ou en vidéo. Une fois la capture faite, d'autres outils permettent de réaliser un montage vidéo nécessaire avant la mise en ligne. Plusieurs outils servent à répondre à ces caractéristiques, citons notamment Screenpresso, Screen S-C-R-E-E-N P-R-E-2-S-O pour la capture d'images et de vidéos, OpenShot, Open, O-P-E-N, plus loin, Shot S-H-O-T pour le montage vidéo, et enfin YouTube pour la mise en ligne de la vidéo. 1, 2. Enfin et pour finir, WordPress, Wix et Framasit donnent la possibilité de créer et d'héberger un site internet ou un blog pour publier des informations au travers d'un site web. Nous allons évoquer un moment les licences, pour vous permettre d'y voir un peu plus clair sur les différents types d'outils numériques que l'on peut rencontrer, que l'on parle de logiciels ou des outils Internet. Commençons par parler du CLUF, le CLUF, comprenez le contrat de licence utilisateur final. C'est un contrat entre l'éditeur, donc le concepteur du logiciel ou l'entité qui est chargée de sa commercialisation, et l'utilisateur, c'est-à-dire vous ou moi. Le contrat de licence, on le connaît bien, c'est ce document qu'on lit généralement pas, qu'on accepte volontairement en cochant une case sans prendre le temps de savoir ce qu'on vient d'accepter, tellement on est impatient d'utiliser notre nouveau logiciel préféré. Pourtant, ce contrat de licence, il est important, puisqu'il définit les règles d'utilisation de l'outil, et en particulier le droit d'utilisation, c'est-à-dire ce qu'on a le droit d'en faire, le droit de distribution, si on peut ou non le prêter, le revendre, l'utiliser à des fins commerciales, et sous quelles conditions. Il régit aussi le droit de modification, si l'on peut modifier, voire s'approprier le code source de l'outil. Ces trois premiers points, ça représente un petit peu le degré de liberté que l'éditeur consent à l'utilisateur. Et enfin, la contrepartie financière, c'est-à-dire combien ça coûte. Les logiciels, dans les grandes lignes, peuvent être classés selon quatre catégories. Vous allez me dire, mais pourquoi il en a mis 5 sur la slide? Ça, je vais vous expliquer après. En premier lieu, on trouve les logiciels propriétaires. On nomme ainsi, donc logiciel propriétaire, un logiciel dont la licence ne permet que l'utilisation. Elle est généralement réglementée et limitée. Il est souvent nécessaire d'acheter une licence par utilisateur pour des logiciels ou un accès par utilisateur pour des sites internet. Les licences peuvent être achetées une bonne fois pour toutes, notamment lorsqu'on achète un support physique comme un DVD, ou sous forme d'abonnement mensuel ou annuel. Le modèle économique du logiciel propriétaire l'assimile à un produit industriel comme n'importe quel autre. La contrepartie financière versée pour chaque utilisateur permet de couvrir l'investissement et de générer du profit pour l'éditeur. C'est pourquoi l'utilisation et la copie sont réglementées. Les logiciels du domaine public, c'est celle-là notre fameuse cinquième catégorie mystère. Ça, les logiciels du domaine public, ça n'a rien à voir avec les logiciels libres. C'est deux choses complètement différentes. Le domaine public, de manière générale, c'est l'ensemble des créations intellectuelles pour lesquelles les droits d'exploitation qui sont liés aux droits d'auteur ont expiré. Ça se passe généralement 70 ans à dater de la première diffusion d'un outil. L'informatique moderne, d'ailleurs, n'ayant pas atteint cet âge vénérable, on l'a vu dans notre premier webinaire, on y retrouve surtout des outils dont l'auteur a souhaité renoncer à ses droits d'exploitation. Alors, ils sont très peu nombreux, ces outils du domaine public. C'est pourquoi je ne vais pas m'attarder sur le sujet. D'autant qu'on peut considérer qu'une solution informatique de 70 ans d'âge, contrairement aux 20 de garde, a bien peu de chances de devenir un produit d'exception. Évoquons maintenant les gratuiciels. Gratuiciels, c'est le terme français généralement pas utilisé pour freewares. Les freewares, c'est un sous-ensemble des logiciels propriétaires. Ils partagent avec eux les mêmes restrictions pour l'utilisateur. Ils sont diffusés uniquement sous forme d'exécutables. Vous avez déjà vu ça, hein, les points .exe, et non pas sous forme de code source. Cette distinction elle est importante pour la suite. Il n'est donc pas possible de modifier le code de ces logiciels. Comme leur nom l'indique, free gratuit, ils sont gratuits.
L'auteur ou l'éditeur ne tire pas de profit direct de la vente de sa solution informatique. Toutefois, ils obéissent à un modèle économique, mais basé sur d'autres solutions de rémunération, comme par exemple la publicité ou l'achat d'options payantes à l'intérieur de cet outil gratuit. Il existe également un autre mode de rémunération des logiciels gratuits qu'on appelle le freemium. Freemium, c'est un mot valise qui est composé des mots anglais free, gratuit, et premium. C'est une stratégie commerciale par laquelle on propose un produit ou un service qui est gratuit, en libre accès, de telle sorte qu'il soit diffusé auprès d'un très grand nombre d'utilisateurs. On cherche ensuite à convertir ces utilisateurs en clients en leur offrant une version ou des services complémentaires premium du produit ou un service plus évolué, plus haut de gamme et surtout payant. Nous trouvons ensuite les partagiciels qu'on va appeler sharewares, c'est comme ça qu'on les appelle le plus généralement. Ce sont aussi des logiciels propriétaires disponibles en version d'évaluation. Alors une version d'évaluation, ça peut être plusieurs choses. Soit c'est une version bridée, donc qui ne propose pas l'ensemble des fonctionnalités du logiciel, soit c'est une version complète, mais dont l'utilisation est limitée dans le temps. Vous avez par exemple 30 jours d'essai. Si l'utilisateur est satisfait du produit et qu'il souhaite continuer à l'utiliser, ou qu'il veut en posséder une version intégrale, il doit s'acquitter du prix de la licence. Nous avons enfin les logiciels libres. Les logiciels libres, c'est un ensemble de logiciels fondés sur un modèle économique différent de celui des logiciels propriétaires que nous venons de voir. Un logiciel libre, qu'on appelle en anglais open source, c'est un logiciel dont il est possible de modifier les sources à volonté. Les sources, ce sont les codes informatiques qui permettent de faire fonctionner l'outil et de le créer. On peut modifier ces sources et on peut redistribuer à volonté également les modifications qu'on a apportées sans contrainte. Le logiciel lui-même, dans ce cas, n'est pas un produit commercial, mais il s'inscrit dans une stratégie économique plus globale. Ce sont par exemple sur les services annexes que va se fonder la stratégie commerciale. On peut citer le développement de solutions personnalisées pour un client donné, la formation qui va accompagner le logiciel, le paramétrage de cette solution ou l'accompagnement dispensé par un prestataire qui lui va se faire payer. Lorsqu'on utilise les outils numériques, on peut être amené à avoir plus ou moins de droits. Tout dépend du rôle que l'on a. On peut être administrateur. C'est le rôle le plus important. La personne qui occupera cette fonction aura tous les pouvoirs. Ce rôle permet de changer les rôles des autres utilisateurs, de modifier la page, de créer et de supprimer des publications, de supprimer et d'exclure des utilisateurs et de consulter des statistiques. L'éditeur-auteur, c'est celui qui publie, c'est-à-dire qui met à disposition du public des pages, des informations sur Internet. Il sélectionne les contenus, les assemble, les hiérarchise et les met en forme sur un support de communication. Il n'a pas besoin d'une approbation pour les mettre en ligne. Il peut envoyer des fichiers et enrichir ses contenus avec des images. L'auteur peut aussi modifier et supprimer ses propres publications. Par contre, il ne peut pas intervenir sur les publications des autres utilisateurs. Il peut aussi modérer les commentaires qui se trouvent sous ses articles. Le contributeur peut rédiger des articles, mais n'a aucun contrôle sur la publication. Une fois l'article rédigé, il sera soumis à la relecture d'un utilisateur ayant plus de droits, qui décidera s'il peut ou non être mis en ligne. Le contributeur n'a pas le droit d'ajouter des images. Une fois son article en ligne, le contributeur n'aura plus la possibilité de le modifier. Il peut uniquement lire les commentaires sous les articles qu'il a rédigés, mais ne peut pas les modérer. Le modérateur ou modératrice est une personne dont le rôle est de faire de la modération d'informations. Il a pour rôle d'animer et surtout de modérer un réseau social, un forum sur un site internet. Les modérateurs avertissent les éditeurs ou contributeurs, régulent leur langage s'il est incorrect, effacent les messages qui n'ont pas leur place sur le forum, soit parce qu'ils contreviennent à la loi, soit parce qu'ils enfreignent les règles explicites ou implicites du forum ou du site. L'abonné ou l'utilisateur, il s'agit du rôle qui a le moins de permissions. C'est par exemple un membre d'une équipe de travail qui a accès à une partie du site qui sera invisible pour les visiteurs non inscrits.
La seule partie du site qu'un abonné peut modifier est sa page de profil. Je l'ai évoqué dans le sommaire, chaque outil quel qu'il soit nécessite un temps d'apprentissage, de prise en main, voire requiert une formation pour être utilisé convenablement. Ceci s'applique au matériel informatique, aux logiciels et aux plateformes web, même si nous constatons des efforts et une innovation constants pour rendre ces outils toujours plus ergonomiques et plus intuitifs. Malgré les évolutions de ces outils, nous sommes régulièrement confrontés à un dysfonctionnement, une incompréhension ou à une fonctionnalité dont la prise en main ne nous semble pas évidente. Quelle que soit cette difficulté, l'important est de ne surtout pas rester avec son problème. C'est avant tout une question de posture, car dans la plupart des cas, la solution existe. Il suffit de savoir où la chercher et d'arriver à la formuler correctement. Il y a plusieurs leviers auxquels on peut faire appel dans ce cas-là. Le premier, qui s'avère souvent assez efficace, c'est soi-même. Alors, se débrouiller seul, ça signifie savoir faire appel aux bons outils, même sans intervention extérieure pour trouver une solution. La première chose à faire, qui est souvent assez pertinente, c'est de formuler le problème qu'on rencontre dans un moteur de recherche et prendre le temps de visiter les pages de résultats. Très souvent, on finit par dénicher un blog, une page web, un tutoriel vidéo pertinent ou le témoignage d'un autre utilisateur qui a résolu le même souci. C'est souvent une solution assez efficace. Le second mode d'assistance, qui repose principalement sur l'interaction, même si elle n'est pas forcément synchrone, c'est ce qu'on appelle l'assistance communautaire. Dans ce cas-là, on se base sur les connaissances d'autrui, que ce soit de simples utilisateurs éclairés ou des spécialistes, pour résoudre un problème. Ça peut être par exemple le service informatique de votre entreprise, votre entourage personnel ou professionnel, ou encore des communautés d'utilisateurs du même outil que le vôtre. On trouve des sites internet qui permettent, dans une rubrique dédiée à un logiciel en particulier, de poser des questions, de décrire un souci et d'obtenir une réponse, et assez souvent une solution. Ensuite, l'éditeur du logiciel ou le concepteur de l'outil que vous utilisez propose de manière quasi systématique un service d'assistance. Ça peut prendre plusieurs formes, une aide en ligne, des pages de FAQ, FAQ, les foires aux questions, un formulaire de contact email. On trouve aussi ce qu'on appelle des chatbots, des robots de discussion qui sont gérés par une intelligence artificielle et qui répondent aux questions qu'on rencontre le plus souvent avant de passer la main à l'humain lorsque ce chatbot ne peut pas répondre à l'utilisateur. Ce service humain peut alors prendre plusieurs formes également, de l'assistance téléphonique au chat ou au chat vocal, jusque ce qu'on appelle le helpdesk, qui est un centre d'assistance, qui dans certains cas pourra même prendre la main sur votre ordinateur pour résoudre le problème que vous rencontrez ou effectuer un paramétrage. Enfin, il existe des structures ou des entreprises dédiées à l'assistance informatique, qu'elles soient généralistes ou spécialisées. Certaines proposent des services gratuits. C'est le cas de Solidarité numérique, pardon, dont nous avons parlé lors de notre épisode précédent, qui lui donc propose un service gratuit et sur un panel de solutions et d'outils qui est quand même assez important, ou encore des services payants. C'est le cas d'entreprises de dépannage ou d'entreprises d'infogérance, donc qui gèrent la mise à jour et le dépannage pour l'ensemble des utilisateurs qui ont acheté une solution. Je l'ai dit, dans beaucoup de cas, la solution existe. Il suffit de la chercher et également d'être en mesure de faire le tri parmi les solutions qui vont s'offrir à nous. Avant de débuter les démonstrations, nous souhaitions aborder un dernier point, mais pas des moindres, celui de la sécurité. Nous l'avons souvent évoqué dans nos webinaires, les outils numériques offrent une variété large d'applications et deviennent incontournables dans notre vie professionnelle, personnelle et pour l'accès à la formation. Mais comme tous les outils, ils comportent des risques qu'il convient de connaître pour adopter la bonne posture et les bonnes pratiques permettant de les limiter. La sécurité en informatique, c'est tout d'abord protéger son matériel, qu'il soit personnel ou fourni par l'employeur. Les entreprises, la plupart du temps, adoptent une stratégie de sécurité et nous sommes habitués à ces usages, changer de mot de passe, verrouiller son écran d'accueil, les pieds de mail qui comportent des informations juridiques. Pour autant, bien souvent, nous sommes moins appliqués avec nos propres appareils qui sont pourtant utilisés aux mêmes fins que les appareils professionnels. Si on veut prendre un seul exemple, combien d'entre vous utilisent comme code PIN pour leur smartphone 1, 2, 3, 4 ou 4 x 0? Je pense que vous êtes nombreux. La sécurité, c'est un enjeu important pour les organisations, pour les individus, notamment en termes de protection des données personnelles.
On estime qu'en 2020, le chiffre d'affaires des entreprises qui collectent et revendent ces données, qu'on appelle le big data, sera supérieur à 210 milliards de dollars. Donc il y a un enjeu très important pour beaucoup d'entreprises. Ces données personnelles ont donc de la valeur et elles peuvent être utilisées, mal utilisées, voire volées. Pour protéger son matériel, il convient donc de configurer correctement son code PIN ou son mot de passe de PC, de choisir des mots de passe à fort niveau de sécurité et de les changer régulièrement. C'est vrai qu'il est compliqué de retenir autant de mots de passe qu'on a de comptes sur les différents sites où on est présent et qu'on a tendance à toujours utiliser le même. Mais c'est mal. Et c'est très risqué. D'autant qu'il existe, une fois encore, les bons outils pour contourner cette difficulté. Cet outil, parmi d'autres, mais je vais vous parler d'un en particulier, s'appelle KeePass. K2EPA2S. Euh, Vous ne retenez que le mot de passe qui permet de rentrer dans KeePass et ce petit logiciel qui est très léger s'occupe des autres. Il peut générer des mots de passe très sécurisés pour chaque site, les retenir pour que à la prochaine utilisation vous l'ayez. Et entre autres avantages, ce qui est quand même intéressant, grâce à des extensions dans certains des navigateurs, par exemple sur Chrome, il se substitue à Google pour la saisie automatique de vos informations de connexion. Quand vous arrivez sur un site, il va automatiquement indiquer, mais de manière sécurisée et sans le transmettre à Google, votre identifiant de connexion et votre mot de passe. Vous n'avez plus besoin donc de demander à Google de retenir vos mots de passe et vous augmentez d'un cran la confidentialité de vos informations. Pourquoi cet outil en particulier? Déjà parce qu'il est très bien fait, et deuxièmement parce qu'il bénéficie en France de l'agrément de la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, qui est un peu le garant de nos libertés sur Internet. Euh, et il a cet agrément de la CNIL pour les garanties qu'il offre en termes de sécurité de vos données. Pour le matériel et la navigation en particulier, il existe des antivirus, dont certains sont gratuits. Il y en a un qui s'appelle AVG, comme antivirus gratuit. C'est un freemium qui est très performant. Euh, il y a des pare-feux, des tunnels sécurisés qu'on appelle VPN, des réseaux privés virtuels. Mais même si ces outils sont très intéressants, même sans aller utiliser des outils complexes, le fait déjà de tenir à jour son système d'exploitation ou son navigateur Internet lorsque le fabricant le propose, c'est déjà un premier pas important vers la sécurité de ces données et la tranquillité d'esprit. Il reste un dernier point sur lequel il faut être vigilant, c'est votre identité numérique. Qu'est-ce que c'est que l'identité numérique? C'est l'empreinte qu'on laisse sur Internet lorsqu'on y a une activité et qui est consultable par n'importe qui. Alors elle peut être parfois nulle si vous n'avez aucune activité sur Internet, sur les réseaux sociaux ou sur des sites où on publie. Elle peut être parfois très importante, cette empreinte, mais peu importe qu'elle soit importante ou pas, le principal c'est qu'elle soit souhaitée et qu'elle soit maîtrisée. Il y a un outil qui est certainement le plus efficace de toutes pour contrôler son identité numérique, c'est vous. C'est vous parce que le premier outil, c'est déterminer quelle image de soi on souhaite diffuser et à qui, afin que la sphère personnelle ne puisse pas interférer négativement avec, par exemple, la sphère professionnelle. On se définit et on se tient en toutes circonstances à une ligne de conduite comme une sorte de ligne éditoriale personnelle. Et ça, c'est important. On peut faire aussi à travers des choses très simples, lire les conditions d'utilisation des logiciels, des sites web, des outils des médias sociaux qu'on utilise et ne pas se contenter des paramètres de sécurité par défaut. Il y a un certain nombre de paramètres qui sont définis par défaut et qui peuvent ensuite vous nuire. Et si vous ne les avez pas contrôlés, ils peuvent permettre à ces logiciels de diffuser des informations sur vous que vous n'auriez pas diffusées spontanément. On peut aussi utiliser une autre technique simple, par exemple se servir de son nom et de son prénom pour le professionnel et d'utiliser pour la sphère privée un pseudonyme qui ne permettra pas de faire le lien entre les deux. C'est aussi valable pour le contrôle de son image en visio. Vous êtes en formation, en visioconférence, où vous publiez votre image. Euh, il faut aussi être en capacité de contrôler quelle part de votre vie privée vous allez laisser apparaître derrière vous, l'arrière-plan. Sachez aussi que certains outils permettent, des outils de visio, de flouter votre arrière-plan.
Alors généralement, ça fonctionne très bien à condition de disposer d'une connexion Internet performante parce que ça utilise énormément de bandes passantes. On peut contrôler régulièrement l'empreinte qu'on laisse sur Internet en faisant ce qu'on appelle un name googling. Ça signifie taper son nom et son prénom ou son adresse mail dans un moteur de recherche et constater ce qui en ressort en termes de liens et en termes d'images. Il existe également une fonctionnalité qui s'appelle Google Alert qui permet d'être prévenu par mail chaque fois que votre nom apparaît pour la première fois sur un nouveau document publié en ligne. Tout ça, ça se paramètre, ça s'affine, on choisit des mots-clés et ça permet de contrôler et d'être prévenu lorsque on apparaît sur Internet à un endroit où on n'y apparaissait pas jusqu'à présent. Enfin, sachez qu'on peut agir pour augmenter sa visibilité sur Internet si on le souhaite, mais aussi agir pour tenter de restaurer une image numérique dégradée. Il existe des entreprises qui sont spécialisées, ce qu'on appelle en gestion de la e-réputation, et vous pouvez même contracter des assurances pour couvrir les frais engendrés par la restauration de votre image. Nous allons maintenant vous faire la démonstration de différents outils utilisables en situation de formation. Vincent, je crois que tu vas commencer d'abord à nous présenter un outil de transfert de fichiers. C'est à toi. Notre première démonstration sera consacrée à l'échange de fichiers volumineux à travers cet outil WeTransfer qui est disponible à l'adresse que vous lisez en haut du navigateur wetransfer.com. Pour cette démonstration, je vais vous décrypter ce que vous voyez à l'écran. Vous êtes en train de regarder une capture de mon écran, donc je vais effectuer les manipulations en direct. Vous allez voir à quel point c'est simple. Il en existe d'autres, des fichiers de ce type, des outils de ce type pour transférer des gros fichiers. Celui-ci est simple, rapide et efficace, et moi c'est celui que j'utilise de manière préférentielle. Alors pour vous dire un petit mot de cet outil, c'est une plateforme web qui est disponible à cette adresse wetransfer.com et qui existe depuis 2009. C'est un outil hollandais. Il permet, comme je vous l'ai dit, de partager des fichiers lourds. C'est un freemium. On a parlé tout à l'heure des différents types de licences. Vous verrez pourquoi tout à l'heure, je vais vous expliquer. Ici, on utilise la version gratuite. Cette version gratuite, elle permet de transférer des fichiers jusqu'à 2 gigaoctets par envoi, ce qui, dans mon utilisation à moi, a toujours été largement suffisant. Et son interface qui est simplissime le rend vraiment très facile à utiliser. C'est vraiment un très très bel outil. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on voit sur cette page d'accueil? En premier lieu, je vais vous décrypter ça. On peut y ouvrir un compte, donc s'inscrire. C'est ce que vous voyez là. Vous voyez là, je vous ai dit, c'était un freemium. On voit la possibilité d'obtenir WeTransfer Pro. On voit que ça coûte 12 € par mois, c'est un abonnement. Et WeTransfer Pro permet à la fois de faire des envois plus gros, jusqu'à 20 gigas, et également il y a un outil de traçabilité des envois qui peut être intéressant pour certains types d'utilisateurs. On peut s'inscrire et lorsqu'on a un compte, on a une interface qui permet de se connecter. Alors, je précise que actuellement, même si je possède un compte, je suis connecté en tant qu'invité. Je n'ai pas utilisé mon mot de passe, c'est mon identifiant. On trouve également une rubrique d'aide qui est ici, assistance rapide avec un moteur de recherche. Et vous avez donc les questions les plus fréquemment posées. Alors, comment ça fonctionne? Tout se passe dans cette petite fenêtre que vous voyez sur la gauche. Vous pouvez ajouter des fichiers de deux manières, soit en sélectionnant un dossier dans votre ordinateur, en cliquant sur le petit lien. Vous sélectionnez vos fichiers, vous demandez à les importer en bas à droite et les fichiers s'importent. Et la deuxième solution, qui est encore plus simple, je vais le faire maintenant, vous avez des fichiers sur votre ordinateur dans un dossier en particulier. Moi, je les ai ici. Vous les sélectionnez, vous faites un glisser-déplacer avec la souris, vous voyez que la fenêtre a changé de couleur, elle est devenue bleue, et lorsque vous lâchez, vous les retrouvez sur la gauche instantanément. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Il vous propose d'en ajouter encore plus, là j'en ai 6, et il vous dit que vous avez encore 2 gigas restants. Alors j'en profite pour vous parler de certaines bonnes pratiques qu'on peut mettre en place au sujet de l'utilisation de cet outil-là en particulier, notamment la charte de nommage. La charte de nommage, c'est la manière dont vous avez nommé vos fichiers. C'est important par rapport à votre correspondant que lorsque lui va recevoir le lien ou va recevoir l'email avec le lien de téléchargement, on verra ça à la fin comment on fait pour récupérer les fichiers,
il sache à quoi correspondent les fichiers que vous lui avez envoyés. Il saura que ça vient de vous, il reconnaîtra votre adresse email. Vous aurez la possibilité de lui laisser un petit message également dans cette fenêtre de chat. Mais par contre, si vous avez des versions de fichiers qui se suivent, qui ne sont pas tout à fait identiques, notamment lorsque vous faites des séances de travail, c'est intéressant de pouvoir identifier correctement les fichiers, vous sur votre ordinateur pour envoyer les bons, et votre correspondant pour savoir exactement à quoi il a affaire. Donc là, vous voyez que je transfère des fichiers de plusieurs types, un fichier vidéo, un fichier texte, un fichier Acrobat PDF, une image, un fichier Excel, et j'ai également un dossier pour vous montrer qu'on peut transférer des fichiers, mais également des arborescences de dossiers, avec à l'intérieur un autre PDF. Tout ça, vous allez le voir, je vais les retrouver à la fin. Donc, j'ai demandé à ce que ce soit intégré. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ici, je ne souhaite pas en ajouter. J'ai deux options. Soit je peux demander l'envoi par email. Je tape à ce moment-là l'adresse mail de mon correspondant avec le message d'accompagnement. Ou alors obtenir un lien de transfert. C'est-à-dire que, comme vous allez le faire, comme vous allez le voir, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On obtiendra un lien de transfert qui nous permettra ensuite, parce qu'il peut être copié dans un mail, parce qu'il peut être échangé d'une manière ou d'une autre, de pouvoir le transmettre à qui on veut et que ce soit très très simple à envoyer. Il n'y a pas de pièce jointe, il n'y a rien du tout, c'est juste un lien. Les fichiers qui vont être uploadés sur les serveurs de WeTransfer vont être conservés une semaine, donc votre correspondant a une semaine après le moment où vous lui avez transmis le lien pour pouvoir les récupérer. Et vous en êtes d'ailleurs prévenu si vous avez mis ici votre adresse email à vous. Donc mes fichiers sont prêts, je vais cliquer sur obtenir un lien. Qu'est-ce qui va se passer? Là, vous voyez, j'ai 8 mégas 4 de fichiers et vous voyez le défilement du transfert. Donc j'espère que ma connexion va être suffisamment rapide pour pas que ça prenne non plus des heures. A priori 4 minutes, j'espère que ça sera un peu plus court que ça. Alors j'en profite que ça tourne pour vous dire que ce que vous voyez tourner là, les dessins, les photos, ce site noue des partenariats avec des artistes et font en quelque sorte du mécénat artistique. Et ils en profitent pour mettre à disposition cet espace publicitaire en quelque sorte des artistes qu'ils affectionnent. Voilà, on a presque fini. Vous voyez, c'est rapide, hein. Pourtant j'ai pas une connexion qui est extrêmement rapide. On est déjà à 75%. Je peux l'annuler en cours de route si jamais finalement je regrette ou je me suis rendu compte que les fichiers n'étaient pas les bons, que je m'étais trompé. Donc au bout de quelques secondes, on arrive à la fin du téléchargement. 99, on y est. Voilà, c'est terminé. Et là, vous allez voir, c'est très simple. Vous avez terminé. J'ai obtenu un lien de téléchargement. Je clique sur ce lien. Il m'indique que le lien a été copié dans mon presse-papier, c'est-à-dire que maintenant, c'est comme si j'avais fait un CTRL-C, un copier. Je peux l'utiliser pour le coller ailleurs. Donc ce lien maintenant est là. Je ne souhaite pas, transférer d'autres fichiers. Alors ce lien, je l'ai copié. Je peux l'envoyer par mail. Je peux l'envoyer dans une fenêtre de chat. Je peux en faire ce que je veux. Là, on va l'utiliser dans une nouvelle fenêtre et se mettre dans la peau de votre correspondant qui va le recevoir. S'il le reçoit par mail, par exemple, c'est sous la forme d'un lien internet. Il a juste à cliquer dans le mail qu'il reçoit et une fenêtre WeTransfer va s'ouvrir, la même que celle que vous allez voir maintenant. Moi, je le colle dans mon navigateur. Donc, coller et accéder à cette adresse. On m'indique sur WeTransfer que mes fichiers seront supprimés dans une semaine, 7 jours, et que je peux les récupérer. Soit je peux les prévisualiser, soit les télécharger. C'est ce que je vais faire maintenant. Le téléchargement a commencé. Alors, qu'est-ce que vous constatez? Ça va beaucoup plus vite à télécharger qu'à mettre dans le site, c'est normal. Là, c'est fini. On constate qu'on est un faux format zip. Le format zip, c'est un format compressé pour l'envoi et pour que ce soit plus léger sur le stockage sur leur serveur. Ils vont systématiquement compresser vos fichiers. Quand vous les récupérez derrière, ils n'ont pas perdu en qualité, hein. C'est vraiment c'est une compression qui est bien faite. Donc dans mes liens de téléchargement, je retrouve mes fichiers. Si je passe par ici pour le vérifier, on va ici voir dans téléchargement que j'ai des liens WeTransfer qui sont ici. Alors comme j'en ai plusieurs, moi je vais récupérer celui-ci pour être sûr que ce soit le bon. Je clique sur le zip, l'ouverture se fait, j'obtiens une fenêtre et là, je retrouve en l'état mes fichiers
exactement comme je les avais dans mon dossier d'origine. Imaginons que vous êtes sur l'ordinateur du correspondant, à condition d'avoir un dézipper. Là, c'est Isarc, il existe WinZip, il y en a plusieurs, hein. C'est des outils qui sont gratuits également. Votre correspondant peut récupérer ces fichiers sur son ordinateur. Il suffit de les prendre, de les glisser et déplacer, par exemple, sur le bureau. Là, je vais le faire là pour vous montrer. Et je retrouve, vous voyez, mes fichiers exactement les mêmes, exactement dans le même état, euh, tels qu'ils étaient sur l'ordinateur de départ. Donc, c'est un outil que vous venez d'assister à la démonstration. C'est un outil qui est quand même rapide, qui est intuitif, qui est très efficace. C'est vraiment un outil idéal pour faire ce type de manipulation et ça rend des gros services lorsque vous avez à manipuler et à vous échanger des fichiers de grande taille. Nous souhaitons vous faire la démonstration d'un outil d'écriture collaborative. Nous avons fait le choix de vous présenter Framapad. Alors avec Framapad, on peut créer un pad, c'est-à-dire un texte collaboratif en ligne. On peut créer un pad soit en créant un compte protégé par un mot de passe, ou, et c'est l'option qu'on a choisie pour notre démonstration, de créer un pad public. Pour cela, soit je laisse l'identifiant qui est proposé automatiquement, ou je le modifie, tel que maintenant, je vais le faire. Voilà. Et je sélectionne la durée. Alors, en l'occurrence, je vais choisir une conservation de 6 mois. Je clique sur créer un pad. Et mon pad est créé. Lorsque j'arrive sur le pad, une des premières choses à faire, c'est ici d'indiquer son prénom. Vous allez comprendre pourquoi. La deuxième étape est pour moi et pour vous également, pour vous initier au Framapad, c'est de lire les différentes consignes qui sont notées ici même. Et une fois que vous avez lu effectivement ces différentes consignes, vous pouvez les effacer, comme ceci. Hop, voilà. Alors, afin de partager le pad avec les utilisateurs de mon choix, vous devez cliquer ici même. De là, le lien apparaît. Hop, vous mettez dessus, bouton droit de la souris, vous copiez. Et ce lien que vous venez de copier, vous l'envoyez par mail aux utilisateurs de votre choix. Une fois qu'ils vont recevoir le lien, ils pourront écrire en synchrone ou en asynchrone dans le document. Voyons une petite démonstration. Alors, j'ai envoyé le lien à Vincent qui s'est connecté sur le document et il va pouvoir rajouter des informations ou corriger des informations. Alors, vous avez compris les applications, c'est qu'on peut travailler sur un document commun, tel qu'un compte rendu ou un support de travail, tout en sachant qu'on voit bien qui a écrit quoi. Donc moi, je suis en vert et Vincent a ajouté et corrigé des informations en violet. Alors, précisons qu'il est important lorsqu'on utilise les outils collaboratifs en ligne, et notamment si vous l'utilisez pour des comptes rendus, ce qui est très important, c'est de définir les rôles de chacun. Il peut y avoir une personne qui s'occupe de la première prise de notes, une deuxième personne qui vient compléter,
et une troisième personne qui vient plutôt, je dirais, finaliser l'écrit en mettant des sauts de page, des sauts de lignes et en ajoutant la ponctuation si elle est manquante au regard de l'écriture rapide qui a pu être faite. Nous souhaitions maintenant vous présenter un outil de visioconférence, vidéoconférence sécurisé et gratuit, puisqu'il s'agit d'un outil dont vous avez peut-être déjà entendu parler, Jitsi, sur le site jitsi.org. Alors, tout d'abord, pour utiliser jitsi.org, il faut aller sur le site meet.jit.si. Voilà, donc vous l'avez ici, https://meet.jit.si. À partir de là, vous arrivez sur cette page et vous allez créer le nom d'une salle, de visioconférence. Alors nous, on va le nommer ainsi, webinaire au CAPIAT. Donc là, je viens de créer une salle de webinaire. Maintenant, voilà, vous me voyez. Une fois que vous êtes rentré dans l'outil, la première des choses que je vous conseille, c'est d'aller ici sur les trois petits points à droite et de changer la langue elle est paramétrée automatiquement en anglais. Je vous avoue que comme certains, je ne suis pas forcément le plus à l'aise avec les langues étrangères, donc j'ai tendance plutôt à choisir effectivement le français. À partir de là, voilà, j'y suis plus à l'aise pour voir les différents espaces et comprendre notamment ici les différents paramétrages que nous allons voir par la suite avec Vincent. Je viens de couper la caméra pour vous montrer plus clairement comment il vous faut faire pour permettre à une personne de rejoindre la visioconférence. Pour cela, c'est très simple. Il vous faut recopier l'adresse de la salle que vous pouvez retrouver dans la barre d'adresse de votre navigateur, comme ici. Alors, on pourrait effectivement faire un copier-coller de cette adresse à partir de la barre d'adresse, mais pour faciliter la vie de l'utilisateur, le concepteur a déjà prévu une fonctionnalité de copier-coller de l'adresse. Il vous faut cliquer ici en bas à droite sur le i. De là, vous voyez apparaître le lien que vous pouvez copier. Regardez, c'est ici, les deux petites feuilles qui se superposent. Je clique sur cette icône et automatiquement, l'adresse de cette visioconférence est enregistrée. À partir de là, il ne me reste plus qu'à la copier-coller, comme ici, directement dans un mail, et à envoyer ce lien et donc ce mail à un destinataire ou à plusieurs destinataires de mon choix. Là, en l'occurrence, j'ai envoyé ce lien à Vincent. Donc Vincent a reçu le lien de la salle de visioconférence que je lui ai envoyé par mail. Et lorsqu'il va cliquer dessus, il apparaîtra directement dans la visioconférence. C'est aussi simple que ça. C'est envoyé et il va apparaître d'ici quelques secondes. Voilà, Vincent est là. Bonjour. Bonjour. Alors Vincent, tu vas nous montrer différentes fonctionnalités. Lorsqu'on est à distance, on peut partager un certain nombre de choses. Alors le premier, c'est le partage d'écran. Je te propose Oui. de cliquer dessus, hein. C'est l'onglet qui est ici, donc clique de ton côté pour nous montrer un petit peu ce qui se passe. Voilà, donc tu viens de nous partager un écran, bon, une page, effectivement, une page internet. C'est ça. Super. Donc pour le partage d'écran, plusieurs options lorsqu'on clique dessus. Soit vous partagez l'écran, alors moi j'ai trois écrans, donc je sélectionne l'écran de mon choix. Soit on partage une application, une fenêtre d'application, ou un onglet de notre navigateur, en l'occurrence là c'est Chrome. Voilà. Deuxième fonctionnalité, lorsqu'on est en train d'échanger, lorsqu'on est à plusieurs, 10-15 personnes sur une visio, il y a la possibilité de lever la main. Et voilà, Vincent vient de le faire. Il évoque, voilà, on le voit bien, la petite main qui apparaît. Vincent souhaiterait prendre la parole. Dernière fonctionnalité, c'est le chat, donc qui est ici. Et là, Vincent va nous envoyer un chat.
Voilà, on a un petit onglet bleu qui apparaît. Alors, il faut choisir un pseudonyme déjà. Voilà. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Voilà. Donc le fil de discussion apparaît sur la gauche. Pour arrêter le fil de discussion, on referme et on apparaît ici même. Possibilité soit de faire apparaître son interlocuteur sur sur un seul plan, ou on peut faire apparaître les interlocuteurs sur différents plans. Voilà, vous l'avez vu en cliquant ici même. Voilà. Alors, lorsque vous êtes en visio, il y a différentes règles d'usage. C'est une des premières qui est importante lorsque vous ne prenez pas la parole pour éviter les parasites qu'il pourrait y avoir dans votre environnement. C'est d'aller sur le micro et de mettre le micro en sourdine, en muet. Et dès que vous voulez prendre la parole, vous recliquez dessus. Et là, effectivement, l'interlocuteur qui est de l'autre côté de la visio pourra entendre à nouveau votre voix. Idem, si vous devez vous déplacer pour éviter les mouvements qui pourraient perturber l'assemblée, voilà, vous cliquez sur la caméra et ça coupe la caméra, on ne voit plus Vincent apparaître. Idem pour moi, voilà, on coupe la caméra et on la remet. Voilà. Ça peut paraître anodin, mais je peux vous dire que nous qui pratiquons les visios de manière assez récurrente, il est important vraiment d'avoir ces règles de bon usage et de bon fonctionnement, de bonne pratique. Concernant le son de sortie, on vous déconseille fortement de faire sortir le son à partir du volume et des haut-parleurs de votre ordinateur. On vous conseille effectivement, comme déjà dit, d'utiliser vraiment des kits main libre, des écouteurs. Pourquoi? Parce que sinon, ça peut générer un écho qui est très désagréable pour les personnes avec qui vous partagez la visio. On va en finir maintenant en vous présentant les différentes options ou actions qui existent dans cet outil. Alors, une chose qui est importante, notamment lorsque votre connexion n'est pas forcément très efficace, vous ne disposez pas de la fibre, vous pouvez ajuster la qualité de la vidéo. Ça diminue ainsi la bande passante et l'usage. Donc là, vous voyez, là, je suis en haute. Je vais la mettre en basse définition. Je clique ici, terminé. Alors, le rendu sera peut-être moins agréable, mais je dirais que pour la fonctionnalité ou l'usage qu'on va en avoir, c'est tout à fait suffisant. Autre fonctionnalité, on peut le mettre effectivement en plein écran. Voilà, ça permet d'éviter les parasites des visions des autres éléments de fenêtre. D'autres fonctionnalités sont également présentes. Démarrer la diffusion en direct, là c'est lorsqu'on a un compte YouTube. On peut partager également une vidéo YouTube en mettant le lien. On peut également flouter son arrière-plan. Alors attention, euh, principalement comme ça peut être déjà exprimé par Vincent, je crois, il faut vraiment avoir une connexion suffisamment puissante pour pouvoir le faire. Voilà. Possibilité de mettre en sourdine lorsqu'il y a un bruit parasite. Par contre, effectivement, il faut bien informer pendant la visio les utilisateurs qu'on a mis en sourdine pour qu'ils puissent recliquer sur le fameux micro qui se sera mis en barré pour qu'ils puissent à nouveau reprendre la parole. Donc, une autre fonctionnalité, il y a la possibilité d'enregistrer toute la visio. Alors, ça demande un petit temps quand même préalable d'installation puisqu'il faut l'installer avec l'outil Dropbox. Une dernière option intéressante, c'est les statistiques d'interlocuteurs, de temps de parole. Alors ça peut être intéressant pour deux fonctions. La première, sur le plan pédagogique, de voir en tant que formateur qui a pris la parole, qui a pu s'exprimer, qui n'a pas pris la parole. Ça peut permettre de réguler le groupe sur le plan pédagogique. Et deuxième volet d'usage, c'est plus lorsqu'on anime une réunion qu'il faut bel et bien répartir la parole entre chacun. Voilà, ça peut être un élément de régulation de la parole. Concernant le son de sortie, on vous déconseille fortement de faire sortir le son à partir du volume et des haut-parleurs de votre ordinateur. On vous conseille effectivement, comme déjà dit, d'utiliser vraiment des kits main libre, des écouteurs.
Pourquoi? Parce que sinon, ça peut générer un écho qui est très désagréable pour les personnes avec qui vous partagez la visio. Donc, bienvenue sur l'outil de classe virtuelle de Contnum, outil développé par Okapiat. Alors, si vous êtes arrivé jusqu'ici, là, nous sommes rentrés dans la classe virtuelle. C'est parce qu'il y a eu une phase amont. La phase amont, vous auriez, si vous avez été invité à cette réunion, reçu un email avec un lien de connexion sur lequel vous auriez cliqué, et ce lien vous aurait emmené directement dans l'outil. Il y a une fonctionnalité intéressante que vous retrouvez sur d'autres outils et qui là est assez bien faite. Avant de rentrer dans la réunion, vous avez la possibilité de tester vos paramètres de connexion, la caméra, le micro, et quand vous allez pénétrer dans la classe virtuelle, vous avez la certitude que, que tous les problèmes techniques ont été résolus et que tout est fonctionnel. Ouais. Comme ça, ça évite de passer 10 minutes au démarrage de la réunion à caler les problèmes de son des uns et des autres. Vous avez tous connu ça si vous avez fait de la classe virtuelle. Alors, pourquoi classe virtuelle? Quelle est la différence par rapport au webinar auquel vous participez en ce moment? La différence, c'est une question de gestion des droits. Dans un webinaire, vous avez plusieurs rôles en fonction de si vous êtes animateur, si vous êtes auditeur. Les droits sont différents. L'animateur a la possibilité d'intégrer des participants, de couper les micros des uns ou des autres, d'uploader des documents pour les montrer. Dans la classe virtuelle, c'est tout à fait différent. Tout le monde a à la fois les mêmes rôles et tous les rôles. Vous pouvez être à la fois auditeur, contributeur, rédacteur. Olivier vous a expliqué précédemment à quoi ça correspondait. Et il n'y a pas de participant qui ait des options ou un rôle différent ou supérieur aux autres. Donc nous voici dans la partie documents, l'onglet documents de Campnum, de cette classe virtuelle. Cette partie du logiciel nous permet d'échanger entre les participants des documents de plusieurs types. Je vais vous en parler juste après. Pendant que moi je vous raconte comment ça fonctionne, Olivier lui s'occupe de la partie technique et va vous montrer, parce que c'est son écran qui est capté pour la diffusion, comment on fait les différentes manipulations. Alors la première manière de mettre des fichiers dans la classe virtuelle, c'est le glisser-déplacer. Le glisser-déplacer, vous connaissez ça, on va chercher un document dans un dossier, on clique dessus en maintenant la souris, le clic gauche, et on vient le déposer et le lâcher sur la fenêtre. À ce moment-là, ça lance le téléchargement, vous venez de le voir. Donc là, c'est un fichier Excel. La seconde méthode, elle est simple, c'est celle que vous connaissez aussi, on l'utilise habituellement. Parcourir des fichiers. À ce moment-là, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir et vous sélectionnez dans le dossier qui vous convient les fichiers que vous voulez intégrer. Donc là, je laisse le temps à Olivier de vous montrer la manipulation. Alors, en termes de format accepté, vous le voyez, là, nous avons intégré 4 formats différents. Nous avons un classeur Excel. Vous avez un point MP4 qui est une vidéo. Vous avez un PDF et une image. C'est des exemples, on va pas y intégrer un nombre de fichiers important. C'est pour vous dire que cette interface accepte la plupart des formats courants de fichiers que vous êtes susceptible de partager lors d'une formation ou lors d'une séance de travail collaborative. Ensuite, lorsqu'on clique sur une image, donc ou sur un fichier, avec avec l'icône voir, le petit œil, on affiche pour soi-même et pour l'ensemble des participants le document en question. Donc là, moi, par exemple, vous ne le voyez pas, mais sur mon écran, je vois exactement la même chose que ce que vous avez à l'écran d'Olivier. On lance les vidéos, on intègre l'image ou le PDF pour l'ensemble des participants. On peut ensuite les télécharger. Donc ça, c'est l'icône que vous avez juste à côté, le petit nuage, le petit cloud. Lorsque vous cliquez là-dessus, vous téléchargez le document en question. Et enfin, la dernière partie, c'est la poubelle. Si vous souhaitez les supprimer, vous cliquez sur la poubelle et le fichier disparaît. Il disparaît pour vous et il disparaît pour l'ensemble des participants. Voilà, donc là, nous avons remis la fenêtre telle qu'elle était au départ. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de fichiers partagés pour personne.
Passons maintenant à l'onglet suivant, le partage d'écran, qui est une fonctionnalité intéressante. Ce partage d'écran, n'importe quel utilisateur, je l'ai dit tout à l'heure, peut partager son écran à l'ensemble du groupe. Tout le monde a les mêmes droits, tout le monde peut utiliser cette fonction. Lorsqu'on clique sur la petite télé violette que vous voyez en haut à gauche, on obtient une fenêtre qui propose 3 possibilités. Soit partager l'intégralité de l'écran, c'est-à-dire que si vous souhaitez naviguer, pour celui qui montre son écran de fenêtre en fenêtre, les participants verront les différentes fenêtres, mais verront aussi les transitions, c'est-à-dire verront ce qu'il fait, éventuellement son arrière-plan, son bureau. Donc il faut faire attention aussi à ce qu'on souhaite montrer. On peut, sur la deuxième fonctionnalité, voilà, vous voyez la démonstration, sur la deuxième fonctionnalité, on partage une application. Alors, quand on dit une application, c'est une application en particulier, une de celles qui va être ouverte sur votre ordinateur à ce moment-là. Et la troisième possibilité, c'est un onglet du navigateur. Là, vous allez projeter une page web, celle qui va être ouverte. Et si vous souhaitez montrer une page web différente, vous pourrez taper, cliquer sur des liens, taper une adresse, etc., etc. Alors, ce qui est important de préciser au moment du partage d'écran, on dit classe virtuelle, elle est finalement pas si virtuelle que ça. On pourrait plutôt dire classe distancielle. Parce que finalement, les avantages et les inconvénients, les conditions de vie dans cette classe virtuelle sont exactement les mêmes que dans une salle de réunion ou une salle de classe présentielle. C'est pas le logiciel qui va définir les règles de vie entre les participants, qui prend la parole, qui diffuse, qui ne diffuse pas, qui montre, qui ne montre pas. C'est vraiment aux utilisateurs de définir au préalable les règles de vie, on pourrait dire en société, en tout cas en groupe, et de s'y tenir. Le logiciel, lui, il ne va que refléter et permettre l'application de règles de vie qui auront été préalablement définies. Nous allons maintenant vous présenter l'option du tableau blanc. Le tableau blanc, c'est l'équivalent d'un paperboard dans une salle de réunion normale. Il a quand même des fonctionnalités supplémentaires, je vous montre ça après. Alors, qu'est-ce qui permet de faire ce tableau blanc? Il permet déjà de dessiner, donc c'est le petit crayon que vous voyez. On peut dessiner en plusieurs couleurs, on peut changer la taille de ses traits, et tous les utilisateurs peuvent intervenir sur le même document. On peut évidemment, avec la petite gomme, gommer ce qui vient d'être dessiné. Et on peut également écrire. Avec le A, dans la barre de menu, vous avez une zone de texte qui va s'ouvrir, que vous modifiez. Alors tag and type, ça c'est paramétré en anglais, mais on tape ensuite ce qu'on veut. Le texte que vous tapez vient se mettre à la place. Vous pouvez rajouter également des formes avec voilà, le petit bouton qui est juste à côté du A. Et puis ensuite, il y a des options dézoomer, zoomer. Donc ça, c'est pour le tableau blanc. L'autre fonctionnalité intéressante, c'est le petit bouton qui est juste à côté, la petite flèche. Il vous permet d'intégrer au tableau blanc un fond, une diapositive de fond. Vous cliquez sur la petite flèche et vous allez chercher sur votre ordinateur l'image que vous voulez afficher et elle s'affiche en fond. Là, vous avez exactement, avec le fond, les mêmes fonctionnalités que je vous ai montrées juste avant sur la page blanche. Simplement, ça permet de pouvoir interagir avec ce fond, de pouvoir montrer, rajouter éventuellement des choses, du contenu. Et il y a une autre fonctionnalité intéressante, c'est la petite main. Comme dans une salle réelle, on a un pointeur laser qui permet de montrer à l'ensemble des participants une zone ou une autre. Et une fois que ce pointeur, la souris est lâchée par la personne qui se sert du pointeur, il disparaît. Bon, on peut changer la taille du trait également. Là, c'est un gros, mais on peut l'avoir en petit, on peut l'avoir en rouge comme un vrai laser. Donc, c'est assez intéressant comme fonctionnalité. Tout le monde peut interagir avec le document. Et ensuite, les slides qui auront été créés pendant la réunion, si par exemple, on diffuse des graphiques et qu'on vient y ajouter des notes ou modifier certaines choses, on peut ensuite les conserver, les enregistrer et les réutiliser plus tard. Voici maintenant le chat de groupe. Alors un chat, c'est une messagerie instantanée. Le chat de groupe, il s'appelle comme ça, il porte bien son nom. Il sert à l'ensemble du groupe pour se communiquer par écrit. L'ensemble des personnes peuvent participer, contribuer à ce chat, et ce qui est posté sur le chat est visible par tous. Donc ça, c'est intéressant dans une réunion.
surtout en virtuel, pendant que quelqu'un présente un document ou présente un point particulier, on peut poser ses questions et y revenir après sans polluer à l'oral la discussion. Il y a une autre fonctionnalité intéressante. Donc là, c'est simple, on écrit son message en bas dans la fenêtre, on clique sur envoyer et ça se diffuse. C'est ce qu'Olivier est en train de vous montrer. On a une autre possibilité également, c'est un chat privé. Ça se passe en bas à droite de votre écran. Lorsque vous cliquez sur la petite bulle en face du nom d'une personne en particulier que vous aurez sélectionné, vous ouvrez une fenêtre de chat qui est privée et à ce moment-là, les échanges qui auront lieu ne seront visibles que par les 2 participants qui ont été présélectionnés. Voilà. Donc là, Olivier envoie. Et moi, j'ai la possibilité de répondre en direct. Et c'est visible que par nous deux. Nous voici maintenant dans l'option compte rendu, l'onglet compte rendu. Donc, comme son nom l'indique, ça permet de pouvoir rédiger des documents en collaboration, comme par exemple un compte rendu de réunion ou un compte rendu de travail. C'est une page blanche. On peut y inclure du texte, écrire du texte. L'ensemble des participants peuvent collaborer à ce document. Voilà, là, vous l'avez en direct. Vous voyez dans la barre en haut de menu ce qu'on trouve habituellement, les fonctions de mise en forme les plus courantes, mettre en gras, souligner, barrer, italique. Vous voyez aussi quelques options de mise en forme des paragraphes. Ce qui est également intéressant, c'est la possibilité qui est offerte par cet outil de pouvoir intégrer des liens Internet. Ces liens Internet, ils sont cliquables à l'intérieur. Et lorsque n'importe quel participant va cliquer sur ce lien, il va accéder dans une fenêtre, une nouvelle fenêtre de son navigateur, à la ressource que l'autre participant a souhaité partager. Ce qui permet de pouvoir consulter une ressource externe et ensuite revenir pour continuer de travailler sur la base de ce qui a été vu dans cette fameuse ressource. Ce qui est intéressant également avec ce compte rendu, cette option compte rendu, c'est que l'ensemble des productions qui vont être faites par les participants seront sauvegardées, pourront être extraites ensuite de la classe virtuelle de Campnum et éventuellement, comme un compte rendu de réunion normal, partagé entre les participants de manière asynchrone par mail ou comme on le souhaite. Voici la dernière partie que nous souhaitions vous présenter, les notes personnelles. Alors, ces notes personnelles fonctionnent de la même manière que le compte-rendu que nous venons de voir. À la différence près, c'est inscrit que ce que vous inscrivez dans cette page reste strictement privé. Ce n'est pas partagé avec les autres participants. Comme vous prendriez des notes sur une feuille de papier pendant une réunion, vous pouvez ensuite les conserver, les sauvegarder pour les réutiliser plus tard. Cette présentation est terminée. Vous pouvez, si vous êtes une entreprise ou si vous êtes un centre de formation, que vous avez des questions ou que vous souhaitez en savoir plus sur cet outil, nous contacter à l'adresse qui s'est affichée sur l'écran. Voilà, nous espérons que cet outil Campnum, cet outil de classe virtuelle, vous aura intéressé, qui vous aura permis de découvrir, si vous ne le connaissiez pas, ce type d'outillage, classe virtuelle. La vidéo va s'achever. Nous allons vous retrouver tout de suite en direct. Il est 15h15. Nous reprenons le direct. Normalement, la diffusion doit être terminée pour tout le monde, ou pas loin. On va pouvoir consulter. Je vais regarder un petit peu si nos participants sont revenus pour la plupart. Oui, c'est le cas. Ouais. Ouais, c'est le cas de la plupart des gens. Très bien. Bon. Au pire, les participants qui arrivent un petit peu en décalé nous rejoindront pendant les questions-réponses. Donc, il y a eu un certain nombre de questions qui nous ont été posées pendant la diffusion sur le chat. On va répondre à certaines d'entre elles, celles qui notamment intéressent l'ensemble de nos auditeurs. Pour les questions qui sont plus personnelles, soit on y a répondu en direct, soit on y répondra en décalé. Si toutefois on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, sachez qu'on traitera celles qui n'ont pas été traitées en différé, donc en asynchrone. Et j'en profite que si vous avez, vous, des questions après coup, une fois que la diffusion de ce webinaire sera finie, vous pourrez les poser sur la boîte mail odile.kiner, KIENER, @okapiat.fr.
Alors, je vais prendre une première question intéressante sur le logiciel KeePass. La question est la suivante. Qu'est-ce qui garantit le niveau de protection de KeePass puisqu'il est sur un serveur? Et n'est-ce pas donner à un éditeur l'ensemble de sa sécurité numérique? Alors, ce qui est important concernant ce logiciel KeePass dont vous venez d'entendre parler, déjà, il est en open source. Open source, vous vous souvenez, c'est du logiciel libre, donc il n'y a pas un éditeur en particulier derrière. Donc ça, c'est déjà pour répondre à la seconde partie de la question. On ne donne rien à un éditeur en particulier puisqu'il n'y a pas d'éditeur en particulier. C'est du logiciel libre. Deuxièmement, la particularité de ce logiciel, même s'il est hébergé dans un navigateur comme Chrome par exemple, c'est qu'il n'est pas lié à un serveur. Les données que vous allez rentrer, les mots de passe que vous allez rentrer dans le logiciel, même si vous avez activé la saisie semi-automatique, elles sont stockées sur votre ordinateur, sur votre machine en local, et non pas sur des serveurs. Ce qui signifie que vous protégez votre logiciel par un mot de passe maître que vous seul connaissez. Vous activez même la saisie semi-automatique, mais les données que vous allez rentrer dans KeePass ne seront pas partagées ailleurs que sur votre machine. Et c'est d'ailleurs pour ça, pour les garanties qu'il apporte en termes de sécurité, qu'il a reçu l'agrément de la Commission nationale de l'informatique et liberté en France en tout cas. Alors, une autre question. Le floutage d'arrière-plan comme Zoom, hein, dont on a parlé au cours de la vidéo, ne fonctionne que s'il y a une personne à l'écran. Alors oui, effectivement, c'est exact. Si on part, l'arrière-plan va être visible. Alors, c'est aussi pour ça que l'on préconise lorsqu'on quitte la pièce de couper la caméra. Alors, au-delà de cette question, ce que je trouve assez intéressant, c'est de se dire attention, prudence, une fonctionnalité existe, mais je dirais qu'il faut peut-être la tester au préalable pour en connaître toutes les réactions. Comme dans la vraie vie, c'est-à-dire qu'on a un matériel, on a un nouvel outil, on le teste, je dirais chez soi, pas forcément devant tout le monde, on le teste dans un premier temps à titre individuel avant de l'utiliser avec les autres personnes de manière collaborative. Vincent, je crois qu'il y avait une On autre a eu question. ensuite une question. Oui, il y a une question sur WeTransfer. Ouais. WeTransfer est bien, mais le transfert pour le destinataire a une durée de vie limitée pour se connecter. Alors c'est vrai, la durée d'hébergement sur les serveurs de WeTransfer est limitée à 7 jours. Alors on pourrait croire que c'est court. On peut comprendre pourquoi ça se passe comme ça. On est sur un logiciel, en tout cas dans les fonctions basiques, gratuit. On a dit que c'était un freemium. Vu la quantité de personnes qui utilisent ce logiciel et les volumes informatiques qui sont permis à chaque hébergement, on peut comprendre que ça leur apparaisse important de limiter la durée d'hébergement pour notamment limiter la capacité de leur serveur. Ça a quand même un coût, ça, qui est très important, un coût financier, un coût environnemental aussi, parce que derrière, il y a des machines qui tournent, de la consommation électrique. Ceci étant, on pourrait faire le parallèle avec votre colis de la poste. Lorsque vous avez un colis qui arrive à votre poste, vous en êtes informé, vous avez 15 jours pour aller le chercher, sans quoi ce colis sera retourné à l'expéditeur. Là, ça nous pose encore, comme disait Olivier il y a quelques instants, la question des bonnes pratiques. Ce qui est important, c'est qu'il faut connaître les limites de l'outil, son fonctionnement, savoir que c'est limité à 7 jours, c'est-à-dire vous voulez transmettre une information, un document, il faut le fournir à votre correspondant au bon moment, le prévenir, pour être sûr que lui pourra aller le chercher dans les temps. Et puis rien ne vous empêche de toute façon, si toutefois il avait raté ce délai de 7 jours, de refaire un transfert sur WeTransfer, toujours dans les mêmes conditions, la gratuité, et pouvoir informer à nouveau votre interlocuteur que le document que vous lui avez mis à disposition, il peut aller le télécharger. Voilà. Alors, une dernière petite question qui a été posée. Peut-on utiliser Quantenum en formation interne à l'entreprise? Alors, la réponse est oui. Attention, par contre, petit point de vigilance, la fonctionnalité qu'on vous a montrée de Quantenum, c'est la classe virtuelle. L'utilisation de la classe virtuelle, quant à elle, est conditionnée au fait que vous puissiez effectivement, en tant qu'entreprise, avoir un abonnement entreprise de Quantenum. Pour ce faire, je vous incite véritablement pardonnez-moi, à envoyer un mail à contenum@ocapiat.fr pour en savoir un petit peu plus. Voilà. Alors, on va être obligé d'arrêter là cette séance de questions-réponses et de conclure notre webinaire.
Nous vous rappelons à nouveau que vous pourrez retrouver ce webinaire ainsi que les autres productions de Capiat sur notre chaîne YouTube et sur notre outil Campnum, alors voilà, dont les liens s'affichent à l'écran. Nous vous mettons dans la fin de la discussion les liens vers le support diffusé aujourd'hui, que vous y retrouverez, voilà, que vous trouvez en lien cliquable. Par ailleurs, si vous êtes salarié et que vous avez un besoin en compétences sur le thème que nous venons d'aborder, nous vous conseillons de vous rapprocher en fonction de votre employeur ou de votre RH, de votre manager de proximité ou enfin de votre chef d'entreprise. Si vous êtes une entreprise et que ce thème suscite chez vous un intérêt ou que vous avez un projet sur ce thème et que vous avez besoin d'être conseillé, nous vous proposons de vous rapprocher de votre conseiller entreprise au Capiat, conseiller ou conseillère, entreprise au Capiat. Et si vous ne connaissez pas le nôtre, votre conseiller ou conseillère entreprise au Capiat, nous pouvons vous indiquer comme solution de prendre contact dans un premier temps avec votre direction régionale au Capiat de votre territoire. Pour ce faire, il vous suffit d'aller sur le site aucapiat.fr. Il y a un onglet au Capiat dans votre région et là, vous aurez les coordonnées téléphoniques. Je te laisse conclure, Vincent, et pendant ce temps-là, je vais mettre les supports de présentation en lien. Donc, comme je vous le disais, hein, il y a encore un certain nombre de questions qui sont posées. Là, on y répondra de manière individuelle. Alors, donc, je réponds à celles qui viennent d'être mises. Donc, comment télécharger ce webinaire? Olivier va vous mettre là dans quelques instants les liens vers déjà les supports, c'est ce que nous avons diffusé. Ces documents et les webinaires seront disponibles en replay sur la chaîne YouTube de Capiat et sur Campnum. Donc voilà les adresses ici qui s'affichent à l'écran. Donc vous retrouverez ce webinaire, également les 2 précédents qui appartiennent à ce cycle de 3. Et vous y retrouverez également l'ensemble des webinaires développés par les actifs, les conseillers aux actifs, et puis toute l'intégralité des ressources qui sont diffusées par Ocapiat. Vous allez voir, il y a un certain nombre de choses qui sont à disposition. Donc nous allons maintenant conclure ce dernier opus. Nous espérons que vous aurez apprécié ce cycle de webinaires Développer ses compétences à l'ère du numérique, que vous y aurez appris ou révisé certaines notions et que vous y aurez glané certaines informations utiles dans votre pratique du numérique, quel que soit votre profil, que vous soyez un utilisateur, une entreprise, un centre de formation ou je ne sais quoi, comme autre type d'utilisateur. En tout cas, pour nous, c'était un réel plaisir de travailler sur ce sujet et de le partager avec vous. N'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous souhaitez approfondir le sujet, comme vous l'a dit Olivier. Alors, je rappelle que ce webinaire est une production de l'équipe des conseillers aux actifs d'Ocapiat, que je remercie pour leur aide. J'en profite pour délivrer une mention spéciale à mon collègue Olivier Van Reu, que vous voyez à l'écran, qui a fourni un travail conséquent, à la fois sur le contenu et sur la partie technique, dans un temps qui était quand même relativement limité. Donc, merci beaucoup, Olivier. Alors, Avant de nous quitter, moi, je tiens à remercier également Vincent, qui a fait un super boulot. Voilà, il a été très efficace. Il a permis d'enrichir le contenu. J'espère en tout cas que ça vous aura profité. Avant de nous quitter, on vous remercie vous de votre participation. Vous avez été nombreux à nous suivre durant les 3 épisodes en première diffusion et encore plus nombreux à consulter les replays. Donc merci à tous. Nous vous souhaitons bonne continuation et au revoir pour jusqu'à notre prochain épisode. Au revoir. Au revoir.